en septembre 2013, donc 6 mois après le pontage. Et il a actuellement un rétrécissement aortique qui est moyennement serré, mais vous allez voir, enfin, ce que j'ai trouvé moi, c'est que j'ai trouvé un peu quelques discordances. On va essayer de discuter ça, si vous le voulez bien. Voilà, il a une créatinine à 17. La fonction VG, elle est correcte. Et ce patient est symptomatique? Pardon? Ce patient est-il symptomatique? Il n'a pas beaucoup de symptômes, non. Il n'a pas beaucoup de symptômes. Bon voilà, donc on va commencer les... C'est bon pour le gain là sur les images, oui. Alors, il n'est pas dyspnéique, il n'y a pas d'angine de poitrine. Voilà. Pardon? Hein? Non, il n'est pas dyspnéique, non. Voilà, donc on va commencer l'examen. Alors comme Eric, on a cette habitude de commencer par la voie parasternale gauche. On ne va pas changer nos habitudes. On a déjà une idée très rapide, hein. On a des parois ventriculaires qui paraissent un peu épaissies, le ventricule droit n'est pas dilaté. On a des choses sur la valve aortique, on a une valve mitrale qui nous semble pas mal. Donc on va essayer d'aller vite là parce qu'on a passé beaucoup de temps et c'était normal avec le premier patient. Donc on va arrêter. Alors moi je fais mes mesures le plus souvent en bidimensionnel pour mesurer le septum. Donc vous avez vu qu'il ne prend pas la bandelette tricuspide qui est juste au-dessus. Donc faites attention à ça, c'est toujours un critère pour majorer. Voilà, donc on a une hypertrophie ventriculaire gauche qui on va dire modérée, hein, entre 10 et 11 mm, avec un ventricule gauche de taille normale à 46 mm. Alors ce que je vais faire aussitôt là, puisque je suis pas mal placé, c'est je sais que je vais avoir à parler de la valve aortique, donc je vais mettre au centre de mon image la chambre de chasse ventriculaire gauche, et puis je fais des petits mouvements de va-et-vient pour aller d'un bord à l'autre de cette chambre de chasse, et puis quand je vais avoir une image qui me semble sympathique, où je vais être à peu près perpendiculaire à cette chambre de chasse, je vais arrêter mon image en protosystole, et puis essayer de voir où je peux mettre mes points pour mesurer le diamètre de cette chambre de chasse. Alors juste à l'endroit où les valves s'ouvrent, voilà, ici j'ai entre 21 et 22 mm. Je ne vais pas me contenter d'une mesure, j'en fais plusieurs. Donc on est d'accord, Patrick, du pied de la sigmoïde au pied de la sigmoïde. Du pied de la sigmoïde au pied de la sigmoïde. Patrick, est-ce que tu peux zoomer s'il te plaît? Et comme ça, les gens, ils savent un petit peu où faire la mesure, parce que c'est très important. Une erreur sur la mesure de la chambre de chasse peut entraîner des erreurs d'évaluation par la suite. Ah oui, puisque cette mesure, elle est élevée au carré, vous le savez dans la formule. Donc sur des recommandations récentes, il y a un monsieur qui a remis sur le couvert l'idée qu'il fallait aller un peu à l'intérieur du VG, s'éloigner d'un demi-centimètre. Donc vous oubliez vraiment ça, et c'est vraiment du pied de la sigmoïde au pied de la sigmoïde. Et là, vous avez de la chance parce que ce n'est pas très calcifié. Nos patients âgés français sont bourrés de calcif et ce n'est pas toujours simple de repérer le pied de la sigmoïde. Et tant que je suis sur cette image, pour les valves calcifiées, comme dit Eric, il y a souvent une petite coulée calcaire à partir des sigmoïdes, de la sigmoïde postérieure qui va sur la valve mitrale. Et le piège, c'est de ne pas prendre cette calcification et donc de minorer la taille. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez en petit axe et vous regardez... où est-ce que je peux avoir un caliper, quelque chose pour... oui. Voilà. Et vous regardez ici, là, juste là, s'il n'y a pas une calcification qui vient de l'orifice aortique qui va vous faire minorer le diamètre antéro-postérieur. C'est un petit élément important. Donc tant que je suis à ce niveau-là, je vais mesurer mon aorte. Là, vous n'en êtes pas rendu compte, je suis passé un espace intercostal au-dessus du premier que j'ai utilisé. Je vais mesurer mes sinus, ma jonction sinotubulaire, voilà, qui sont normales, vous voyez. Et puis je vais m'aligner un peu plus haut. Vous avez vu qu'il a mesuré en diastole, hein, d'accord ? Non, non, pas la chambre de chasse. Pas la chambre de chasse, non. Tout le reste, justement. L'aorte, donc leading edge, on a une aorte qui est normale. Tout le reste, hein. C'est pour ça que dans les livres, vous avez une jolie photo qui vous met les 4 mesures en même temps, et c'est problématique. Hein. Ça n'existe pas. On ne peut pas le faire. Hein.
Voilà. Et vous voyez ce que disait Eric tout à l'heure, là, quand j'ai mesuré mon ventricule gauche, eh bien, j'ai éliminé tout ce qui était ici, qui est de la bandelette ensiforme, qui sont des traviculations du ventricule droit, hein, pour mesurer l'épaisseur de mon septum. Il y a beaucoup de mesures qui sont anormalement faites. Donc là, vous voyez, j'ai fait déjà beaucoup de choses avant de me jeter sur la couleur. Là, je vais avoir un petit, voilà, je balaye un petit peu, j'ai une petite fuite mitrale protosystolique. Sur l'orifice aortique, ben, je vois que ça bave un peu, là, sans doute à une décommissure postérieure. J'en profite pour évaluer de manière semi-quantitative les calcifications. Cette valve n'est pas très calcifiée. Donc on part sur cette valve aortique, puisque ça semble être le sujet. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Sur les valves très calcifiées, c'est difficile de dire s'il y a ou non bicuspidie aortique. On a souvent des éléments indirects pour dire c'est une bicuspidie. Quand on a une chambre de chasse un peu dilatée, quand on a une aorte ascendante assez dilatée, là c'est pas le cas. Et il semble bien qu'il y ait 3 commissures. Oui, on voit bien 3 commissures. Hein. Ouais, franchement. Et avec une vraie surcharge, j'ai pas réussi à arrêter, avec une vraie surcharge de chacune des valves, ça fait assez Monkeberg. Donc là, une commissure qui serait ici, hein, entre sigmoïde coronaire droite et sigmoïde non coronaire. Puis ici, on voit bien aussi entre non coronaire et coronaire gauche. Et la troisième à ce niveau-là. Donc à ce stade, si on en croit Catherine Otto, on aurait envie de dire que ce n'est pas forcément très sévère? Tout à fait. Alors, comme vous l'a montré Eric, ben on a le tronc artériel pulmonaire, un petit coup en couleur. Moi, je m'aide assez souvent de ça. Et puis, je vais aller lancer mon Doppler continu. Ça peut être intéressant. N'hésite pas à pousser les gains, Patrick, parce que l'écran est un peu palichon par rapport à la machine. Alors voilà, j'ai perdu mon alignement. Alors là, je passe un espace intercostal en dessous pour savoir si j'ai mieux. Non, visiblement pas. Donc je vais revenir à ce niveau-là. Tu vas la sortir, c'est sûr. Tu as eu un joli spectre. Alors c'est très curieux là parce que je suis bien aligné dessus et il ne sort rien en Doppler continu. C'est un peu bizarre. Voilà, donc là ce qu'il est en train de faire, et n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment augmenter le décubitus latéral. Hein. Vous mettez les gens, presque vous leur dites pas d'aller sur le ventre, mais vous voyez d'être vraiment très très sur le côté. Et l'épaule bien dégagée. Voilà. Bah là, ton premier... Alors, ce que je peux dire, c'est qu'au moins j'ai une télédiastolique là. Ouais, tu as même une proto, allez, on la voit. Ouais, et bon, on est à 9 de télé. Eric, est-ce que tu peux, s'il te plaît, montrer un flux sur le paperboard, un flux d'IP normal, et éventuellement ce qu'on disait tout à l'heure très brièvement quand il y a une égalisation des pressions. Oui, non, mais le temps que je suis nul en dessin, hein, donc moi j'ai que des amis ici. Hein. Lumière ici. Ça c'est joli, oui. Voilà, on a 14-15, donc 3 x 15, 45, moins 18. Alors, on a 27 mm de mercure de gradient de pression, de pression artérielle pulmonaire systolique. Bon, là c'est pas le sujet. Donc petit axe, j'en profite pour regarder si le ventricule gauche il se contracte bien. Là, vous pouvez aller jusqu'à l'apex. Hein, voilà, il y a 2 muscles papillaires, il n'y a pas de modification. Il y a un double muscle papillaire là interne, donc on voit très bien. Je vais donc passer en coupe apicale. La belle insuffisance pulmonaire qui vous montre, elle a une tête comme ça.
d'accord? Elle a grosso modo une tête comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce gradient ici, entre le VD en diastole et le niveau de pression dans la P. Et ça, ici, en télédiastole, ça représente ça. Donc c'est simple. Si vous voulez reconstruire votre fluide IP, vous pouvez le reconstruire point par point sur vos courbes. Tout à l'heure, on parlait d'éventuels deep plateaux. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un deep plateau? Eh bien, pas grand-chose là-haut, mais par contre, ici, ça fait ça. La pression remonte beaucoup, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le gradient se réduit beaucoup et votre insuffisance pulmonaire, au lieu d'avoir une gentille pente, elle descend très vite et elle s'annule quand le niveau de pression est égal dans la P et le VD, elle s'annule et vous avez même des gens qui ont quoi? Une éjection diastolique ensuite. Vous avez une inversion des courbes, c'est-à-dire qu'en diastole, le VD devient supérieur à la P et donc vous avez une éjection en diastole. Alors elle n'est pas importante, mais vous avez un petit flux comme ça. Et quand vous avez ça, alors là c'est pathognomonique d'une situation totalement anormale et d'une situation de DIP. Merci beaucoup Eric. Voilà. Si on peut éteindre les lumières, s'il vous plaît. Un petit peu moins. Ok, comme ça, très bien. Donc, je suis passé en coupe apicale. Là, on va passer assez rapidement. J'ai mesuré, alors j'ai pas le volume, là, mais j'ai mesuré la surface de l'oreillette gauche qui est dilatée, vous l'avez vu. Je suis à 30 cm². On la mesure habituellement en volume. Le flux mitral, je m'y remets rapidement. On a un aspect qui est plutôt rassurant. Patrick, pour loger, oui. Tu préfères le diamètre antéro-postérieur, la surface, le volume? Non, le volume. Si possible en biplan, mais là, c'est pas implémenté sur la machine. Où vous faites la planimétrie, donc en systole, en 4 cavités, en 2 cavités, ça vous donne un volume que vous indexez à la surface corporelle. Ce sont les mesures qui vont pouvoir nous servir dans les recommandations quand on a besoin de la mesure de loger. La valeur normale indexée de loger? C'est inférieur à 30 cm3 par mètre carré. 30 millilitres par mètre carré. Alors là, on va pas s'y éterniser, c'est pas le plus important de cet examen. On a 57 d'onde E, 76 d'onde A. Alors on peut vite se mettre en couleur pour voir, ou en continu, mais on va, en mode TM, pour voir que la petite fuite mitrale, elle est protosystolique, donc elle ne nous embête pas du tout. Est-ce que tu ne trouves pas, Patrick, quand même que l'onda mitrale est un peu brève en durée? Elle est un peu courte, oui, je suis d'accord. Hein, elle vient se tamponner. Tu me vois venir? Oui, un petit peu. Vous avez vu cette onda? Elle est quand même... elle n'a pas beaucoup de place. Hein, elle est vraiment... elle a une durée brève. Ça peut éventuellement être un signe d'élévation de la PTDVG. Hein, ça peut se voir notamment dans les sténoses aortiques assez régulièrement. On va la mesurer, tu as raison. C'est à ce moment-là pour être... Ah, alors ça ne marche pas. Donc il faut que je fasse quoi? Mesure générique peut-être? Temps, voilà. Alors là, il est en train de mesurer le temps de l'onde A. Voilà, j'ai 152 millisecondes. Je voyais au début, là, c'est inégal selon les cycles. Il y a des cycles où c'est court et des cycles où c'est plus long. Alors, est-ce qu'on a peut-être pas le temps? Là, la fonction ventriculaire gauche, elle est normale, on va pas s'embêter. Oui, elle est parfaite, oui. On va pas s'embêter. Donc là, tu as trouvé un septum à combien? 11 mm, je crois. 11. Là tu es parfaitement aligné. Avec? Non, je pensais que tu voulais nous sortir une veine pulmonaire. Ah oui, je voulais le faire. Ok, on va y aller, oui.
Alors il est en train de chercher une veine pulmonaire. Si tu peux la montrer avec le pointeur, Eric, oui, s'il te plaît. Ouais, là il a fait plus que la chercher. Il la trouve, non seulement il la trouve, mais j'ai... Celui d'en haut, celui d'en haut. Juste. J'arrive pas. Prenez. Oui, ça marche pas. Il faut le... Si. Regarde maintenant. Enfin, il vous a allumé. Voilà, super. Il est allumé? Non. Non, non. Ah, Charles. Je pense que vous voyez très bien cette flamèche rouge qui remonte. Voilà. Et vous voyez, sur le premier, tu as une très belle ondale qui est passée. Pardon, j'ai pas entendu. Eric. Arrête. Tiens. Avec le ciné, Tiens. au tout début, elle est passée, ton ondale. Elle est belle. Voilà. Hein, vous avez vu ici, là. Micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Voilà. Hein, ici, il y a quand même une très belle onda pulmonaire et qui est large. Hein, et vraiment, je crois que... Montre-leur la veine pulmonaire sur l'artère qui s'est greffée. Donc ici, hein, voilà. Donc il a fait. Est très jolie. Oui. Voilà. Donc là, on a vraiment un joli diagnostic hémodynamique hein, d'une élévation de la PTDVG. Alors ça veut dire quoi? Vous savez que quand on a un trouble entre guillemets de la fonction diastolique, la première chose, c'est une élévation de la PTDVG. Or, les recommandations qui ont été sorties, que vous connaissez par cœur, la taille de l'OG, la PAP avec les E sur E', en fait, ça ne pourra pas étudier ces cas particuliers d'élévation isolée de la PTDVG. Et ce qu'a fait Patrick là, il vous a sorti une magnifique veine pulmonaire. Regardez, superbe, il a fait quoi? Il a allumé la couleur pour se mettre dans la veine, pas à la jonction avec l'oreillette. Et vous avez ici, en télédiastole, cette veine, cette onde A, qui est large et ample et qui confirme bien qu'il y a une élévation des pressions en télédiastole qu'on pouvait suspecter sur une petite onda mitrale assez brève. Voilà. Donc c'est... Comment ? Est-ce qu'il y a un rapport à faire avec la durée de l'onde A? Oui, bien sûr. Il n'y a pas un rapport à faire, il y a une différence. Une différence entre les temps. Alors, c'est déjà très anormal qu'une onda pulmonaire dure autant qu'une onda mitrale. Comme toujours, je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle qui ne se sont jamais intéressés à la veine pulmonaire. Je suis méchant, mais je le crois profondément. Donc, si vous vous y intéressez, faites-le chez des sujets normaux. Vous verrez qu'une onda mitrale, elle va être à 130 millisecondes et votre onda pulmonaire, elle va être à 80, 70. C'est vraiment de cet ordre-là. Donc, l'égalité, c'est déjà très pathologique. Et a fortiori, comme ici, quand il y a au moins 30 ou 40 millisecondes de plus, vous êtes vraiment dans une situation où il n'y a aucun doute. Alors c'est plutôt classe quoi, comme diagnostic. Hein. Pourquoi? Parce que si ce monsieur est essoufflé, ça peut être à cause de son élévation de la PTDVG et pas forcément parce que son rack est ultra serré. Voilà, donc on rentre dans des trucs qui peuvent être intéressants au moment de prendre une décision. Tout à fait. Et dans la littérature, une différence comme ça à plus de 20 ou 30 millisecondes au bénéfice de la durée de l'onde A pulmonaire, ça permet une évaluation de la PTDVG au-delà de 12 voire 15 mm de mercure. Donc et vous avez compris que si vous appliquez les recommandations actuelles, elles sont normales. Donc vous allez dire, vous avez bien travaillé, vous allez dire pression de remplissage normale. Et c'est pas vrai. Voilà. Et là, tu as une différence à combien, Patrick? 40 millisecondes. 30 millisecondes à peu près. Oui. Non, mais quand tu vois une onda pulmonaire comme ça... bravo, Eric, parce que là, on voit un petit peu le... Bravo, le coup d'œil. Donc, c'était sur l'onde A, le haut passage, mais vraiment au passage. Il a vu que elle était un petit peu... Ce sont des pressions de remplissage élevées, mais pas le capillaire, la PTDVG. C'est-à-dire, encore une fois, la phase 1 d'élévation des pressions de remplissage. Ça commence toujours, c'est en fin de télédiastole, et c'est des gens qui, à l'effort, te disent « je suis essoufflé ». Il y a 2 diagnostics fréquents, c'est le RAC et la cardiopathie ischémique. Quand vous avez quelqu'un qui a ça dans une écho et que vous ne savez rien, faites-le pédaler, vous avez une chance sur 2 de trouver une coronaropathie. Très juste.
Voilà, je me suis vite dirigé sur la valve aortique. Là, j'en ai fait une mesure. Et donc Catherine Otto a tort. Catherine Otto a tort, oui. Donc, vous voyez très bien quand vous êtes sur une coupe 3 cavités ou 5 cavités que l'orientation de l'aorte, hein, elle n'est pas dans l'axe des ultrasons que vous pouvez envoyer. Hein. On a 20 ou 30 degrés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est amener votre capteur un peu plus dans l'aisselle pour essayer de vous retrouver un peu plus aligné avec le début du flux aortique. Pardon. Alors, vous pouvez vous aider un petit peu avec la couleur aussi, parce que des fois, vous avez votre jet qui est bien tracé. On voit la zone d'accélération là, juste sous l'orifice. Ça vous pointe l'endroit où il va falloir que vous aligniez votre Doppler continu. Voilà. Et puis là, ce que dit Patrick est extrêmement important. Il faut parfois descendre trop bas vers l'aisselle. Parfois on a même mal, lorsque le patient est un petit peu corpulent, on a même mal un petit peu au panier, juste pour essayer de s'aligner pour avoir une 3 cavités correcte ou bien une 5 cavités correcte, pour être là, aligné le plus possible. Vous allez faire votre planimétrie, là, votre ITV au niveau de l'orifice aortique. Donc vous avez vu ce qu'il fait là, c'est très important aussi. Il triche pas, hein, il va pas chercher les. J'arrive pas, je suis désolé. Ouais, ça marche pas. Hein, n'allez pas, s'il y a 3 petits bavouillis qui sont un peu plus bas, ne les prenez pas, parce que là on est dans l'artefact. Hein. Il n'est pas allé. Voilà, donc là on va pouvoir retenir ces chiffres, on pourrait faire plusieurs mesures. On a 36 mm de mercure de gradient moyen. Ça on ne prend pas, ça. Un gradient max à 56 et une ITV aortique à 95 cm. Alors maintenant on va aller mesurer ce qui se passe dans la chambre de chasse. Donc on a vu qu'on était pas mal aligné avec cette chambre de chasse et on va aller mettre notre capteur, mais cette fois-ci en Doppler pulsé sous les valves aortiques pour enregistrer le flux sous la valve aortique. Alors, vous voyez là, on a un flux qui est intéressant. Le premier flux sur la gauche, là, on commence à s'engager dans l'orifice aortique. Vous voyez que les vitesses commencent à augmenter. Et puis le flux qui est juste à côté, ça dépend des variations respiratoires hein, qui vous éloignent plus ou moins la chambre de chasse de votre capteur. Là, tu peux baisser un peu le gain là, parce que. Ah bon, d'accord, on est un peu saturé. Ouais, okay. Ouais, j'ai l'impression qu'en 2D c'est hypo et en Doppler. Ok. Donc on va mesurer ça de nouveau, l'ITV. On n'a plus d'image là. Là, vous avez le petit clic de fermeture là qu'on voit, donc ça veut dire qu'on est bien placé. On a une ITV à 24 cm. C'est ça. Bah, je te laisse faire le petit calcul. Eric. Et c'était 97, c'est ça 95, 24. Ça fait quasiment un rapport de 4 avec une chambre de chasse qui était à 22. À 21 ou 22. Donc, 22 comme oui. Ça, à la louche, ça va être dans les 0,8, 0,85, un truc comme ça. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On avait une petite fuite aortique, on peut se remettre là, mais on ne va pas employer des quantifications de fuite aortique. Il y a une toute petite flamèche là, on va dire qu'on s'en moque. On va aller regarder du côté droit. La machine, elle a donné une surface? Ah, j'ai pas rentré les données. En général, je le fais à la main. Je vous explique pourquoi. Parce que si j'aime bien remesurer à plusieurs reprises, et si vous rentrez dans le logiciel de la machine, vous êtes un peu prisonnier des valeurs que vous avez mises. Donc là, on va faire le calcul ensemble. C'est 2.2, on va dire, si tu as une calculette, Eric. Oui, mais je vais sur le téléphone. Donc, on va le faire en direct. Tu es dessus, là, Eric? Oui. Donc 2.2 multiplié par 2.2, c'est le diamètre au carré, multiplié par 3.14, divisé par 4,
il va vous donner la surface. Donc la surface de la chambre de chasse, elle est à 3,8. 3,8 pour la chambre de chasse. On va donc multiplier par l'ITV sous-aortique, ce qui nous donne le volume qui est éjecté, qui passe par l'orifice sous-aortique, qui était à 24. Voilà. Et on va diviser par l'ITV à l'extrémité de la valve, qui était à 95. Voilà, donc on est en dessous d'un centimètre carré, on est à 0,95. On est à 0,95 cm². Chez ce patient, il n'est pas obèse, donc on peut indexer, si on veut, cette... il mesure et pèse combien, ce monsieur, on sait? Non 1m70 1m70 et 70 kg, ça fait 1,8. 1,8 de surface corporelle. C'est bon, c'est bon. 1m60. Ah oui, alors c'est 1m60 pour 70 kg, donc 1,60 plus 10, 1m70 de surface corporelle. Ça nous ferait 0,56 cm² par mètre carré. Voilà, donc on est assez cohérent pour une sténose aortique. En sachant qu'il n'a pas fait toutes les voies et qu'il y a peut-être plus par ailleurs. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de pédof. On n'a pas la pédof. Alors on termine, nous, systématiquement, je pense qu'Eric, il est comme moi, en faisant une parasternale droite. On met le patient complètement en décubitus latéral droit. Et avec la pédof, on va explorer les différentes fenêtres parasternale intercostale à droite pour obtenir le flux et on prend bien sûr le flux maximum. Et dans, on va dire, près de la moitié des cas, on a des mesures de gradient et de vitesse qui sont supérieures quand on s'aligne en parasternal droit. Chez certains patients qui ont une morphologie particulière, on peut céder quelquefois, des patients très longilignes, de la voie suprasternale ou supraclaviculaire droite. Donc il faut vraiment, c'est important parce que vous avez bien compris que voilà, vous êtes par là. Et ben une des grandes étiologies du bas gradient, c'est quoi? C'est que la parasternale droite n'est pas faite. Et quand vous suivez la littérature américaine, il y a eu des règlements de compte avec en particulier des gens de la Mayo Clinic qui gentiment disaient mais dans vos patients, vous n'avez jamais fait la parasternale droite. Et donc vous imaginez, vous allez trouver un bas gradient alors qu'en fait vous auriez fait ça, il y avait un haut gradient. Vous me suivez? Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que... Et ça coûte rien. La pédof, c'est gratuit. Ils ne savent même pas où... Ils en ont des camions puisque personne n'en veut. Donc vous demandez une pédof gratuite, vous l'avez. Voilà. Supposons que ça soit réellement un bas gradient, on devrait quand même mesurer un volume d'éjection systolique et tout... Oui, là, je ne l'ai pas fait, mais le volume d'éjection systolique, il est normal, c'est sûr. Là. Oui, oui. Alors la question qui a été posée, moi je te dis, donc au cabinet j'ai mesuré avec la pédof, on a un petit peu la même chose. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai convoqué ce patient, parce qu'il y a une petite discordance, j'ai trouvé au cabinet, qui était entre le gradient moyen, la Vmax et éventuellement la surface aortique. On a envie de dire qu'on est à la limite. Ouais, quoi. On est à la limite parce que ça va aller dans ton sens, mais si vous prenez l'historique de la définition du R acéré, par rapport à il y a 20 ans, ça a changé. 0,6 cm² par mètre carré, il y a 15 ans, c'était pas un RAC serré, mais du tout. Vous vous rendez compte, si vous prenez une surface corporelle un peu grande, ça fait 1,1, 1,2. 1,1, 1,2, vous auriez répondu à l'internat dans les années 2000, 1,1 c'est serré, vous étiez collé, parce que serré, la définition, c'était 0,7. Donc il y a eu des modifications de pensée là-dessus, probablement que nous on estime pas très juste, donc ça va dans ton sens, c'est-à-dire qu'on est sûrement un peu, la valve n'est pas ultra calcifiée, on est à la limite. Donc le réflexe qu'on a envie de dire formellement, c'est évaluation à l'effort. Voilà, on ne peut pas s'en tirer autrement. Et le grand 1, c'est évaluation à l'effort. Si ce patient à l'effort, il te fait un test d'effort normal, pas une écho d'effort, test d'effort, c'est-à-dire est-ce qu'il fait un test maximal, est-ce que le profil tensionnel est bon, et à ce moment-là, on le surveille. Voilà. Et si c'est l'inverse, on discute. Voilà, j'ai terminé l'examen là pendant qu'Eric parlait. La veine cave inférieure, elle est de taille normale, elle est tout à fait compliante avec la respiration. Et j'ai une PAP avec un gradient à 34-35 mm.